Je reçois Jean-Pierre Kalota, congolais, vivant à l'étranger en France précisément. Il est ici au pays, son pays. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Fabien. Et voilà, vous suivez de plus près ce qui se passe au pays, grâce aujourd'hui aux médias et puis à l'Internet. Avez-vous des inquiétudes? L'année 2017 n'a pas été qu'une année en rose pour le Congo. Au-delà de matières premières qui ont connu une baisse sur le plan, sur le marché international, notre économie est dépendante plus des matières premières, des produits donc de matières extractives, cobalt, cuivre principalement, diamants, pétrole et autres. Mais au-delà, c'est la politique qui a fait très mal parce que on termine cette année avec des inquiétudes. Tout de même, et cela a affecté et le social, en plus, aggravé la situation économique. Avez-vous des soucis lorsque vous regardez votre pays de l'extérieur? Effectivement, il y a de quoi s'inquiéter parce qu'on peut parler d'inquiétude dans le cas du Congo. Et c'est à se demander, parce que quand on parle de bonne gouvernance, il y a encore quelques années, on se souvient, on parlait déjà par rapport à un autre classement dans le Doing Business qui devait être amélioré afin d'attirer les investisseurs au Congo. Et faisant le bilan aujourd'hui, regardant la situation économique, politique, on se pose la question de savoir quels sont les choix de certains qui nous gouvernent. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que qui dit bonne gouvernance parle de prévision. Et la crise au niveau des matières premières était prévisible. Et il est aujourd'hui les économies, je dirais, qui, dépendant de tout ce qui est industrie minière et consorts, je parle de certains pays exportateurs de pétrole, producteurs de pétrole, qui commencent dès aujourd'hui à, prévoyant la fin, je dirais, de cette manne pétrolière, à réorienter leurs économies afin je dirais, qu'ils produisent une richesse autrement. Lors de certaines émissions... Et en tirer plutôt les très grandes leçons de la crise chez Hugo Chavez, le feu Hugo Chavez, Venezuela, qui était vraiment qui était dans les bonnes grâces, qui a connu une période de vache grasse grâce au pétrole, et aujourd'hui, c'est une question de prévision. C'est désespérant. C'est une question de prévision. Il est une chose. Nous avions parlé, je crois, lors d'une des émissions que nous avions fait il y a quelques années, en parlant du PIB du Congo, en disant il y a des pays, aujourd'hui, sans avoir les matières premières que nous avons, qui arrivent à s'en sortir, qui ont une économie florissante. Le problème qui est là, c'est que nous ne devons pas indéfiniment dépendre, je dirais, de ces matières premières. Certes, il y a une question de bonne gouvernance par rapport à réorienter pour que nous ne soyons pas seulement dans l'extraction de ces minéraux et que nous n'exportions pas seulement ce qui est minerai brut, mais que nous soyons dans ce qu'on peut pouvoir considérer comme étant la transformation de ces matières premières en produits finis. Et réorienter notre économie dans ce sens-là pouvait rajouter une certaine valeur ajoutée par rapport à ce qui était produit. Mais la véritable richesse du Congo, c'est la population, c'est le peuple congolais, c'est comment faire pour que de cette population, au travers, je dirais, d'une économie de service, et de faire en sorte que tous ces emplois qui sont des emplois, je dirais, non déclarés, hein, on avait parlé d'une certaine économie souterraine, et je dirais aujourd'hui au Congo, 80% des personnes qui sont en âge de travailler sont dans une économie informelle, complètement informelle. Nous parlions à cette époque-là de quels étaient les mécanismes qu'il fallait mettre en place pour que rendre ces emplois qui étaient informels, les rendre formels, de façon à élargir l'assiette de recettes de l'État qui pouvait, bien sûr, ne plus dépendre à plus de 60% de l'industrie extractive. Alors, nous parlons de ces politiques, parce que la politique est au-dessus de tout, la politique commande tout, voilà. C'est pour cette raison qu'on y est de plein pied. Autrefois, vous disiez, l'INSS peut subir une mutation, une transformation qui serait bénéfique pour le pays.
À voir la politique aujourd'hui et les querelles par rapport aux élections, les délais institutionnels par rapport aux élections, et de voir le temps souvent qui est perdu dans des discussions qui sont vaines, qui, la plupart des cas, sont là pour négocier les prébendes des uns et des autres par rapport à négocier une place quelconque au soleil pour certains partis politiques et certains politiciens. Et pourtant, le peuple congolais est dans une souffrance, je dirais, innommable, qui pouvait malheureusement être prévisible et on allait éviter certaines situations que nous connaissons actuellement. Il y a un calendrier qui a été décidé. Bon, je n'ai pas de commentaire pour l'instant à faire là-dessus. J'ai confiance aux politiciens congolais. J'espère qu'ils vont retrouver, je dirais, suffisamment de sang-froid pour que, ensemble, l'opposition et la majorité puissent trouver ce qui est plus important pour le peuple congolais. La politique n'est pas dans la recherche des postes avec des gouvernements pléthoriques tels que nous les connaissons, mais c'est dans la recherche de comment gérer, comment faire en sorte que ce Congo, dans 30 ans, nous le voulions émergent pour les horizons 2030. Je me pose la question de savoir si cette émergence, nous pourrons la tenir. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Les institutions actuelles, est-ce que, je dirais, l'architecture institutionnelle, avec les conflits déjà inhérents à différentes situations telles qu'elles se présentent aujourd'hui, est-ce que c'est cette forme de gouvernance qu'il faut au Congo? C'est la question qu'il faut se poser. Nous avions accepté, bon, jusque-là, d'aller vers, je dirais, une démocratie de type conflictuel, qui est, à mon avis, contraire au vrai sens de notre nature et de notre société. J'aurais plus voulu de voir qu'il y ait une certaine démocratie que je dirais consociétale, dans lequel il y aurait beaucoup plus, je dirais, un consensus à trouver un dénominateur commun qui nous lie pour éviter, dans ce type de conflit, les problèmes que nous connaissons en ayant imité les institutions qui n'étaient pas nôtres, qui ne reflétaient pas, je dirais, les valeurs réelles des Bantous. Alors, la petite parenthèse qu'on a ouverte, on ne l'a pas refermée. On parlait de l'INSS en cette période, continuer comme ça, ou revoir les choses, avant de revenir à tous ces gouvernements qui se sont succédés, Badibanga, Tchibala aujourd'hui, mais avant c'était Matata, et ainsi de suite. Et n'est pas oublié, cette petite crise, hein, je ne sais pas si elle est petite, cette crise apparente au sujet de la nouvelle loi électorale en chantier. Vous savez, en abordant les sujets tels que vous les abordez, on passerait des heures pour pouvoir en discuter. Oui, mais alors... Prenons l'INSS. Voilà. Pour moi, je considère qu'une réforme de la sécurité sociale, parce que qui dit sécurité sociale, donc ne parle pas seulement de la problématique des retraites, il y a la problématique de financement de soins de santé, l'accident de travail et consorts. Lors d'une des émissions antérieures que nous avons fait il y a quelques années, nous proposions, dans le cadre justement de faire en sorte que l'ensemble de l'économie dite informelle soit déclarée, soit, je dirais, rendue formelle en déclarant, en créant un mécanisme que nous appelions à l'époque un chèque emploi-service qui permettrait, même pour le plus petit personnel que vous pourriez avoir dans votre maison, même pour le plus petit commerce qu'un kidam pourrait avoir, créer un mécanisme de déclaration à un guichet unique, lequel guichet unique, on verserait à une banque. Aujourd'hui, les salaires sont plus ou moins bancarisés. Il y aurait les banques qui seraient partenaires de ce type de dispositif qui permettrait en ce moment-là, par exemple, je reprends l'exemple du passé que nous apportions à ce sujet pour permettre à l'INSS de jouer ce rôle d'un acteur, je dirais, social, et aussi dans le cadre du développement. Qui parle du développement du Congo dit que le citoyen, je dirais, moteur du développement, doit se retrouver dans des conditions optimales pour aller au travail, dans le cadre de sa santé, et une certaine sérénité par rapport à l'avenir et à l'avenir de ses enfants. L'INSS, dans ce dispositif, chèque emploi service qui permettrait, avec un petit personnel, un salaire, je prends un exemple plus ou moins, des chiffres ronds pour que nous ayons des exemples plus ou moins palpables et concrets, quelqu'un qui toucherait $100 le mois, il se verrait déclarer au niveau de ce guichet unique à hauteur de $120, lesquels $20 au-dessus serviraient à financer les cotisations de santé, parce que ces personnes doivent être couvertes en termes de santé. On a beau construire des hôpitaux, j'en parlais à l'époque, parlant de l'hôpital du Cinquantenaire,
tant qu'il n'y aura pas au Congo un système de financement de la santé, ce n'est pas dans le budget de l'État qu'on finance la santé. Le budget de la santé est financé au travers d'un mécanisme de sécurité sociale ou au travers des cotisations des citoyens, des travailleurs ou des travailleurs indépendants. On crée ce mécanisme de caisse qui permet de couvrir un pourcentage des dépenses de santé. Le reste, c'est-à-dire le personnel de santé, étant pris en charge au niveau de l'État. Bon, bref, ça c'est plus de détails techniques, mais ce dispositif permettrait, sur les 20 $ qui sont au-dessus, de financer la sécurité sociale, et une partie servirait à prélever un impôt sur un personnel qui, jusque-là, ne le paye pas. Et je donnais l'exemple même de tous ces petits vendeurs de rue qui ont un pouvoir d'achat suffisamment important, mais même un chiffre d'affaires qui est assez intéressant. Il y a aujourd'hui des mécanismes qui peuvent être mis en place pour faire en sorte que le budget de l'État, le PIB qui est aujourd'hui autour de 17 milliards de dollars, mais avec un budget de l'État qui n'arrive à peine et avec difficulté sur les 6 milliards et encore, et dont nous n'arrivons pas à mobiliser suffisamment de recettes pour faire face aux réalités des dépenses du pays. On arrive à peine à 4 milliards et encore mobilisables avec l'appui extérieur. Donc, moi je crois que nous devons réfléchir, nous Congolais, à savoir, certes, nous avons des minéraux, comment nous avons géré cet aspect. Pour l'instant, ce n'est que en industrie extractive. L'agriculture qui devait être priorité de priorité, bon an, mal an, la situation agricole, dans les zones agricoles, les choses semblent bien marcher, mais il n'y a pas suffisamment de routes de dessert agricole qui permettraient, je dirais, une meilleure circulation et approvisionnement vers les zones qu'il faut. Et en plus, quand on redescend dans la capitale à Kinshasa, on voit l'état de santé, on voit l'état de saleté de cette ville, on se pose la question, on se dit, réellement, il y a un problème qui doit être réglé. Et quand on parle de développer un pays, c'est tous les aspects qui doivent être pris en compte. Avec les routes à la Gombe aujourd'hui qui sont devenues des lacs quand il pleut, oui, la commune miroir de la capitale est méconnaissable. Alors, nous revenons à cet aspect des choses. Deux gouvernements se sont succédés, deux gouvernements issus des accords politiques. L'accord de la Cité de l'Union africaine et celui de la CENCO, dit l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors, deux premiers ministres, l'autre est parti, Badibanga, avec qui d'ailleurs vous avez étudié à cette école française, ancienne école René Descartes. Non, au cours Descartes, l'école française à l'époque. Qui est devenue l'école française. Oui, tout à fait, au début des années 70. Ah voilà. Pas des signaux forts de la part du gouvernement Badibanga, pas des signaux forts renvoyés par le gouvernement actuel. Alors du coup là, même la vision du chef de l'État, il a du mal à être imprimée sur ses animateurs parce qu'on sent que dans ce gouvernement, au nom des accords, on a à faire face aussi à des débrouillards. Alors, disons les choses clairement, 2017, ça a été quand même, ça va être une année qui nous laisse avec des souvenirs, des mauvais souvenirs. Je dirais des souvenirs amers. Et quelle déception. Pourquoi je parle de déception? Parce qu'il y a une chose, c'est que autant de temps de négociation pour arriver à un accord politique, mais quel est le temps, ou du moins le bilan, aussi peu soit-il, de ces deux gouvernements? Nous sommes quasiment à la fin de l'année. L'exercice budgétaire est fini et à peine on vient de le déposer avec un retard que tout le monde connaît. Je ne reviendrai pas sur ces commentaires. C'est à se poser la question sur la volonté, même si le temps, je dis bien, même si pour ces gouvernements, le temps a été, peut-être a fait défaut, mais on l'a perdu dans quelles circonstances? On l'a perdu pourquoi? Pour des négociations sur des situations qui étaient prévisibles. Comment je dis qui étaient prévisibles? Si nous ne sommes pas arrivés à organiser les élections dans le calendrier qui était imparti, il y a eu un problème de financement. À se poser des questions que sur 5 ans, de 2011 jusqu'en 2016, on a été incapable, de manière prévisionnelle, à provisionner et à financer la CENI pour organiser les élections. C'est à se poser des questions, c'est ça le véritable problème.
après qu'on discute sur le fait qu'on n'a pas tenu les échéances, mais c'est parce que, à temps, on n'a pas provisionné pour avoir de l'argent. Où est parti cet argent? Réétudions les rapports d'exécution des budgets des années précédentes pour voir là où on a pêché. Donc, aujourd'hui, il y a des accords pour essayer d'apaiser ce processus. Le Congo devait être un pays depuis un moment, je pense, avec suffisamment d'intelligence, que l'opposition ou la majorité, où l'alternance politique pouvait se faire dans la paix. Nous venons suffisamment de situations de conflit et de guerre. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant que les acteurs politiques et que les acteurs du domaine social, que la société civile, nous soyons encore aujourd'hui à discuter sur des problèmes liés au calendrier électoral. Le Congolais n'a pas besoin de ça. Le peuple congolais n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de faire en sorte que ce pays atteigne un certain niveau. Quand on voit des pays comme la Côte d'Ivoire, malgré les conflits qu'ils ont eus, malgré la guerre qu'ils ont eue, aujourd'hui, en situation de paix, on est en train de commencer les travaux pour la construction du métro d'Abidjan. Je dis, le problème est d'abord congolais et intrinsèquement, cela ne concerne pas ni la majorité présidentielle, ni l'opposition. Posons-nous la question réellement congolais de ce que nous voulons pour ce pays. Ou si c'est pour discuter pour des problèmes de poste, de problèmes de positionnement politique, en même temps le peuple se meurt, les salaires ne se payent pas, on se pose des questions. Donc il y a une architecture dans le fonctionnement de notre pays qui ne fonctionne pas. Alternance. Oui, mais Mungulu Diaka, à un moment donné, il avait dit, même véhicule, on voulait changer de chauffeur. Tout ça. Vous pensez que le Congo